Télévision Tambara, bonsoir et ravi de vous retrouver sur ce plateau pour le rendez-vous de la rédaction. Le rendez-vous de la rédaction qui se tient chaque dimanche à partir de 21h30 et la rediffusion le jeudi à partir de 22h30, donc dimanche 21h autant pour moi. Voilà, nous allons pour ce débat évoquer donc la situation des enseignants chercheurs et chercheurs du supérieur, le SNEX. Nous parlerons également du SINASEP, le syndicat national des agents contractuels de l'enseignement de base. Et pour finir, nous parlerons également de l'indice de perception de la corruption qui classe le Niger donc à la 120e ex-aequo après la Moldavie et le Pakistan. Donc, pour discuter de l'actualité nationale, je reçois sur ce plateau mes invités. Il s'agit d'abord à ma droite de M. Adamou Maman Sabiou. M. Adamou Maman Sabiou, bonsoir. Bonsoir. Je rappelle que vous êtes un acteur de la société civile nigérienne. J'ai également à ma gauche Monsieur Bourema Daouda, il est aussi acteur de la société civile nigérienne. Monsieur Bourema, bonsoir. Bonsoir. Et pour terminer, nous avons notre invité également sur ce plateau. Il s'agit de Son Allah Dambaji, acteur de la société civile nigérienne. Monsieur Son Allah, bonsoir. Bonsoir. Donc, comme je venais de le dire à l'instant, le premier point que nous allons développer, c'est justement donc le bras de fer qui oppose le SNEX au gouvernement. La semaine passée, nous avons vu la sortie médiatique donc, du ministre des Enseignements supérieurs, Yaouza Sadissou, qui n'arrive pas, donc, selon lui, à comprendre l'attitude donc, du SNEX. Nous avons également, en même temps, vu la réaction du SIG, donc du SNEX, qui était également sorti pour donner d'autres versions, en tout cas de la crise SINASES, de la crise SNEX et du gouvernement. Nous allons partir avec vous, Monsieur Adamou Maman Sabiou. Quelle lecture peut-on faire, en tout cas, de ce bras de fer entre le SNEX et le gouvernement, après la sortie médiatique donc, du ministre et du SG? Bonsoir, je remercie spécialement la télévision Tambara pour cette opportunité qu'elle nous offre de dire notre point de vue par rapport à l'actualité nationale. Je dirais la situation entre SNEX et le gouvernement du Niger. Je pense qu'il faut revenir à l'historique pour essayer un peu de comprendre ce qui se passe. L'un de l'autre, moi je constate c'est un jeu. Les deux jouent avec l'intelligence ou la conscience de la population. Pourquoi je le dis? Le SNEX, c'est le même SNEX, si vous vous rappelez, au courant qu'ils ont fait une rencontre, je pense bien de l'ensemble des UPN, les universités publiques du Niger, à Tawa. Au moment où ils avaient le bras de fer entre eux et les structures, la structure syndicale des étudiants, ils ont demandé à ce que, dans le temps de l'État finançait les structures syndicales, que ce soit SNEX, que ce soit les structures syndicales des étudiants et les PAT. Dès qu'il y a l'organisation des élections, c'est le gouvernement qui finance. Mais par méchanceté de certains d'entre eux, pas et tous, ils ont dit non, il faut carrément supprimer la subvention pour l'organisation des élections pour les étudiants et pour les PAT. C'est en ce temps-là, certains d'entre eux, c'est à Ottawa, à l'université, ils ont eu à les interpeller, non, si vous faites là, c'est trop flagrant. Donc, on va voir dire que, ah non, parce que vous avez une dent contre vos étudiants que vous avez agi de telle sorte. Ils étaient obligés de revenir, dire, bon, s'il fallait maintenant carrément retirer cette subvention, il faut retirer la subvention pour l'ensemble des structures syndicales, y compris SNEX. Et c'est ce qui fut fait. Maintenant, en dehors de cela, cette division interne qu'ils ont, parce que même eux, au sein des enseignants-chercheurs, ils ne s'entendaient pas entre eux. Sinon, SINASUB n'allait pas être créé. Un second syndicat au sein des universités publiques. Donc, ils ont failli à gérer une vie communautaire. Je m'exprime en ce terme. C'est-à-dire qu'ils ont oublié que l'université, c'est une communauté. Qui d'abord, il y a les enseignants-chercheurs, il y a les PAT et il y a les étudiants. S'ils ont quand même quelque chose à défendre, s'ils ont un intérêt, un droit à défendre, il faut qu'ils agissent en communauté. En défendant de cette façon, ils allaient toujours avoir un poids face au gouvernement. Mais ils ne l'ont pas fait, ils se sont cavalés seuls. Et maintenant, ils ont vu, ils pensaient que peut-être c'est les gros diplômes qui feront
poids devant le gouvernement, c'est ce qu'ils pensaient, mais à la limite, ils se sont rendus compte que ce n'est pas vrai. Parce que si cette solidarité qui existait d'antan entre les enseignants-chercheurs, les PAT et les étudiants au niveau de leur structure syndicale, ce problème n'allait pas perdurer jusqu'à aujourd'hui. Il suffit que les étudiants décident, parce que leurs intérêts sont menacés, de bloquer par exemple le pont de Harubanda, ou bien de faire, c'est-à-dire des actions qui peuvent perturber la circulation dans la ville de Niamey. S'ils font ça une seule fois, 2 fois, le gouvernement sera obligé de négocier et de régler le problème afin qu'il trouve la calmie. Mais les enseignants chercheurs, bon, comme parmi eux aussi il y a des brebis galeuses, certaines des brebis galeuses, ils ont poussé jusqu'à créer cette confiance qui existe, jusqu'à créer cette solidarité organique qui existait entre les différentes structures syndicales. Mais maintenant, finalement, ils se trouvent dans une situation où ils sont en train de crier, mais les étudiants certains gardent toujours cette rancune. Comment juste par un acte banal, on va essayer de exclure pas certains nos dirigeants syndicaux et vouloir même démolir notre service syndical. Et c'est les mêmes maintenant qui crient, ils ont besoin de l'aide. De l'autre côté, le gouvernement, c'est-à-dire le SNES se sont trouvés quand même dans un je ne sais pas, c'est un traquenard politique, un piège en quelque sorte. On sait que voilà ce qui constitue leur force. Que faut-il faire? Nous savons que ce régime a une logique de concassage. Pour avoir ces gens-là individuellement, il faut casser leur unité. Et cette unité a été cassée. Maintenant, on les observe. Ils veulent sortir. Ils vont faire 1000 sorties s'ils veulent, s'ils n'arrivent pas à avoir ce soutien, cette solidarité organique entre les éléments qui composent la communauté universitaire. Je ne pense pas qu'ils auront gain de cause. D'accord. Monsieur Adamou, quelle lecture faites-vous après justement la sortie du ministre Yahouza? Bouraïma, autant pour moi, donc je disais monsieur Adamou. La sortie du ministre des Enseignements supérieurs, Yahouza Sadissou, et également la sortie du SG, du SNEX. Oui, effectivement, on a commencé ce débat par rapport au problème des UPN la semaine passée. Comment après une semaine, les acteurs concernés ont essayé d'informer l'opinion nationale et internationale de la situation. Nous allons baser nos analyses à partir donc des faits. Et c'est vrai, l'année passée, le SNEX a observé des grèves perlées qui ont duré à peu près 3 mois. Mais vers la fin de l'année, ils sont parvenus à un accord avec le gouvernement. Ils ont signé un protocole d'accord, dans lequel le gouvernement s'était engagé à satisfaire un certain nombre de points à partir du mois d'août 2019. Et effectivement, les enseignants-chercheurs ont attendu, même après août, donc jusqu'en janvier, le gouvernement n'a pas pu régler les problèmes. Ce qui fait que la section ISNEC de Niamey a commencé d'abord par une grève, je crois, de 48 heures, ou c'était de 72 heures. Après, comme c'est un problème qui concerne l'ensemble des sections du SNEX, le comité directeur de leur syndicat a lancé une grève d'1 mois. Face à cette situation, le ministre des Enseignements supérieurs de la Recherche et de l'Innovation les a conviés à une rencontre pour essayer de débattre. Maintenant, quand nous prenons en résumé la déclaration d'abord du secrétaire général du ministre, donc du ministre Yahouza, pour le ministre Yahouza, les enseignants-chercheurs n'ont aucune raison d'aller en grève. Donc pour lui, c'est comme si le gouvernement a tout fait. Et qu'est-ce qu'il donne comme il avance comme raison, puisque le gouvernement s'est encore engagé à payer, parce que lui, il a pris tout simplement les arrêtés des droits
statutaires qui vont à environ, je crois, 854 millions, et que le gouvernement a pris l'engagement de les payer en 2 tranches, fin février, fin mars. Et que pour les autres points, surtout le point qui concerne la nomination des recteurs, il leur a clairement dit que le gouvernement ne compte pas revenir là-dessus. Maintenant, après cela, le secrétaire général également a réagi par rapport au point de presse du ministre des Enseignements supérieurs. Maintenant, là également, il a apporté un certain nombre de points qui peuvent aller en contradiction avec ce que le ministre a dit. Le ministre a fait ressortir juste les droits statutaires, je crois, de 2016 à 2017. Donc, au lieu que ça soit 800 millions, ça peut aller jusqu'à 800 millions fois 2, selon les explications données par le secrétaire général du syndicat national des enseignants-chercheurs. Dans tous les cas, je crois, l'année passée, lorsque le SNEX était en grève, nous avons soulevé tout ce que Sabiou avait dit. Et à son temps, nous avons condamné l'attitude des enseignants-chercheurs. Mais aujourd'hui, je crois que la situation n'est plus la même. On est face à une situation, si le gouvernement est sincère et si le gouvernement veut réellement que l'éducation soit une de ses priorités, je crois que même si c'est 1 milliard n'est rien pour un État. Ce n'est pratiquement rien pour un État. Si c'est pour 1 milliard, même, que le gouvernement peut laisser nos enfants, parce que moi je préfère parler en ces termes, donc nous, les enfants des pauvres, passer 1 mois, sinon plus sans étudier, parce que j'en ai la certitude et je crois que je suis d'accord quand même avec le du SNEX. Personnellement, moi, je n'ai pas confiance à ce que le ministre a dit. Puisque quelqu'un qui demain, à partir de demain, disait qu'il allait faire quelque chose en août. Donc, combien de mois il n'a pas fait? En janvier, quand il me dit qu'il va le faire en février, je peux ne pas croire. Parce que s'ils ont ces montants, le tour des montants là allait être même. Moi, si je suis à la place des représentants du SNEX, j'allais faire même de ça un préalable. Avant même d'ouvrir les négociations, il faudrait d'abord qu'on nous donne ces droits. Parce que moi, je suis contre un principe. Pousser des syndicats jusqu'à négocier leur salaire ou leur prime. Ça, on ne doit même pas. Ce sont des droits qui ne sont même pas négociables. Ça, quand je décide d'aller à un mouvement, surtout pour de cette envergure d'un mois, je crois que ça ne peut être que des points de préalable. Voilà pourquoi, par rapport à cette situation, je crois que je ne suis pas d'accord avec le ministre et le conseil que je vais donner au SNEX, au bureau exécutif national du SNEX, d'abord, de ne même plus négocier leurs droits statutaires, de poser leurs problèmes et d'accepter une prochaine négociation à condition que tous les enseignants-chercheurs soient d'abord dans leurs droits. Et ils vont profiter de ce temps d'un mois-là, et comme on le disait la dernière fois, d'essayer d'approcher les autres acteurs de la vie scolaire. Je vais parler des étudiants, des autres syndicats d'enseignants et de l'association des parents d'élèves pour qu'ils puissent avoir une synergie nous permettant de faire une lutte réelle pour que l'école soit réellement sur les rails. Ok. Monsieur Dambaji, oui. Quelle lecture faites-vous à votre niveau? Peut-être, madame, moi j'ai écouté les deux et la fois passée, je pense bien on a un peu ébauché le sujet. Et franchement, il faut qu'on fasse extrêmement attention avec ce régime. Mais je n'ai rien contre ce régime, mais ce qui est en train de se passer ces dernières années, c'est vraiment des dérives par rapport à la liberté syndicale, par rapport à la liberté tout court, collective et individuelle. Je m'explique. Aujourd'hui, si le SNEX est parti en grève, je pense bien que c'est partant d'un fait qui est réel. Je ne reviens pas par rapport à leur péripéties des années antérieures, qui, de ce fait, même partant de ça, même par rapport à les années antérieures, c'est qu'on sait très bien que le SNEX est aussi une organisation qui a été infiltrée. Oui, qui a été infiltrée, pourquoi je le dis? Qui connaît SNEX, dans les années antérieures, c'était un syndicat unique. Aujourd'hui, il se retrouve avec 2 syndicats. 2 syndicats. 1. 2. Et tout celui qui a un étudiant là-bas, ou qui a étudié là-bas, il sait très bien que certains enseignants qui sont mouillés politiquement jusqu'au fond, ils font de leur activité régalienne obligatoire de l'université comme une activité secondaire par rapport à l'affaire politique. Et on sait très bien que
cette dernière catégorie, elle joue le jeu du politique. Et elle fait partie des gens qui donnent la réflexion comment liquider le cadre. Parce que ça se voit. Et ça se sent. Et aujourd'hui, dans le contexte actuel, le SNEX a négocié, avait engagé un mouvement de grève l'année passée. Ils se sont parvenus à un protocole d'accord. Le minimum d'un gouvernement, en tant que partenaire sérieux, quand vous prenez un engagement, vous devez l'honorer. Si vous ne l'honorez pas, ça veut dire que vous ne respectez pas votre partenariat de sincérité. Et aujourd'hui, rien ne peut justifier le refus catégorique, moi je l'appelle le refus, parce que ça ne dépasse pas la capacité du gouvernement de régler ce problème avant la date que le SNEX déclenche le mouvement. Et pourquoi ils l'ont fait? Pourquoi ils l'ont fait? Et je pense même que quand il y avait eu cette tentative et qu'ils étaient rentrés en mouvement d'un mois, nous l'avions dit ici, qu'ils peuvent toutefois revoir leur manière de gréver de manière alternée pour permettre aux enfants de pauvres de pouvoir étudier. Parce que dans les universités publiques, il n'y a aucun enfant de ceux-ci qui nous dirige. Ils sont soit en Europe, soit au Canada, soit aux États-Unis, soit là-bas. Ça leur dit absolument rien de perdurer avec cette crise. Et mieux, la fois passée, moi j'avais dit, et on était avec vraiment la même position, que le SNEX doit multiplier la communication. Et 48 heures après, voilà le ministre qui sort. Madame, après l'échec des négociations, de la tentative de négociation, ce qui m'a déçu de sa sortie, qui est pour moi, je dis pour moi, une sortie ratée. Oui, parce que ça corrobore ce qu'on reprochait à ce gouvernement. C'est-à-dire, à chaque syndicat qui sort, il faut intoxiquer, il faut la liquider. Il faut la rendre en réalité, c'est-à-dire un syndicat qui n'est pas honnête et qui n'est pas pour l'intérêt national, pour pouvoir l'adresser contre l'opinion publique, pour qu'on puisse la casser dans son fond, afin que la lutte continue du point de vue, c'est-à-dire du point de vue gouvernement. Et le ministre, quand il était sorti, vous n'avez pas constaté qu'il y a une partie intégralement réservée à détailler combien touche un enseignant-chercheur. Est-ce que c'est de l'ordre du jour, de leur éducation? Non. Ce n'est pas tout un chacun qui peut être enseignant-chercheur. Et aujourd'hui, ce qu'il a raconté, ce qu'il a dit par rapport au monument qui revient de droit à ses enseignants, c'est un droit, ils n'ont pas volé. C'est reconnu par la loi. Mais pourtant, lui, dans son camp, il y a combien de malversations au grand jour qui ne sont pas prévues par la loi, qui sont même interdites dans la loi, qui sont en train... Aujourd'hui, vous parlez de l'indice même des perceptions de corruption. Aujourd'hui, il y a combien de dossiers qui sont là? Donc, certaines de ces personnes sont mouillées dedans, c'est-à-dire certains ministres. Et aujourd'hui, je pense bien qu'il faut qu'il arrête ces manières de faire. Je parle du gouvernement. Quand un syndicat sort, il pose ses revendications. Appelez ces syndicats, vous n'êtes pas venus de l'extérieur, vous n'êtes pas venus tomber du ciel pour diriger les gens. C'est partant de ces principes de loi et règlements du pays que vous êtes dirigeants. Et ces lois et règlements du pays vous font obligation aussi de respecter le droit de grève de ces gens-là. Et en faisant ça, chacun joue sa partition du jeu. Mais écoutez, vous êtes Nigérien comme moi. Vous êtes un syndicat, moi je défends la politique gouvernementale. Vous posez un problème, venez, on va négocier. Je vais prendre l'engagement dont je sais que le gouvernement peut régler. L'engagement dont je sais que le gouvernement ne peut pas le régler. La situation du pays ne peut pas le régler. Je vais vous le dire dans les yeux. Pour que vous compreniez que même demain, je ne serai pas complice d'une éventuelle situation. Mais les gens font autre chose. À chaque moment d'un syndicat, on fait une autre manœuvre de la chose pourvu qu'on étouffe le mouvement, afin que la situation perdure. Parce que si aujourd'hui, ils étouffent ces enseignants de leurs revendications, ça veut dire que l'année prochaine, ces revendications-là, elles vont se multiplier par 2. Et on va où avec ça? Je pense bien que c'est clair. Les enseignants ont posé des revendications. Le ministre aurait dû respecter ces revendications et expliquer ça, comme il a tenté de le faire au tout début. Donc d'ailleurs, le SG était sorti dire que ce qu'il a dit, il n'a pas dit la vérité. Il n'a pas dit la vérité. Et on a compris. On a compris par rapport à l'intervention du SG ce qui est au fond de la situation. Je pense bien, madame, on est en danger. Le monde syndical est en danger au Niger. Ça, je vous dis, si les jeunes ne prennent pas garde dans cet élan-là,
je vous dis qu'on arrivera à un moment où personne ne peut bouger. Personne ne peut bouger. Et ils vont marcher sur tout le monde, et sur tous ceux qui bougent. Parce qu'aujourd'hui, au-delà du SNEX, après le SNEX, il y avait eu même d'autres syndicats qui ont fait des tentatives. Comment ils ont été? On veut les étouffer. Donc, c'est des choses qu'il faut qu'on fasse extrêmement attention. Et que le gouvernement, en réalité, le premier responsable qui est le président de la République, en tout cas, il doit regarder ça avec un bon oeil. Ce qui est en train de se passer. Et le SNEX, aujourd'hui, moi, je considère qu'ils sont de plein droit de revendiquer leurs droits. Parce qu'ils n'ont pas demandé le ciel. Ils ont demandé ce qui relève de leurs compétences et que la loi leur a conféré. Et je ne vois pas en quoi on va les empêcher ça. Mieux, je pense bien. Ils savent très bien que l'autre point là-dedans, ils s'entêtaient quand ils disaient que le gouvernement ne revient pas là-dessus. Mais ce point-là... La loi qui a été votée. La loi qui a été votée, ce point-là en tant que tel. Mais c'est malgré la présence de ce point-là qu'ils ont eu un accord. S'ils ont respecté l'accord qu'ils ont eu. Mais est-ce que le SNEX va revenir encore poser un préalable par rapport à ce point? Non. Si le SNEX le fait, mais elle aura sur son dos toute l'opinion nationale sur son dos. Donc c'est ça en réalité, c'est eux qui créent cette situation. Il faut qu'ils arrêtent. Et aujourd'hui, dans le contexte actuel, je pense bien que le système éducatif, que vous voulez ou pas, en tout cas, il est délaissé. Il est délaissé, madame. Aujourd'hui, vous prenez tous les syndicats, de l'enseignement supérieur jusqu'au primaire, jusqu'à la base. Ces syndicats, les militants là, ils ont des problèmes. Et des problèmes même sur... Mais écoute, il dit que dans son intervention, dans tous les cas, ce n'est pas un problème d'arriéré, de salaire, c'est un problème de prime. Mais c'est grave. Mais ça là, le prime là, c'est pas ce qui leur revient de droit, de leur salaire. Donc je pense bien que c'est des choses, il ne faut pas jouer avec les mots, avec l'esprit des gens. Je pense bien, le SNEX, ce qui lui reste, on l'a dit même depuis la fois passée ici, c'est de créer les conditions d'engager une lutte, une synergie d'action avec tous les partenaires. Si je parle de partenaires, les étudiants, les PAT, c'est important, les PAT, les parents d'élèves, et même tous les syndicats de l'éducation, s'ils peuvent les avoir, ils peuvent engager un mouvement général. Parce que ça là, personne ne sera épargné si on laisse cette affaire continuer comme ça. Parce que chaque syndicat qui sort, on essaie de la diaboliser pour qu'on refuse qu'elle puisse gagner ses revendications. Je pense bien par rapport à ça. Il faut que les centrales prennent leurs responsabilités. Justement, comment ça s'explique aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, c'est ça le problème qu'on ne peut pas expliquer. Non, si on prend le SNEX, on considère que le SNEX, c'est un syndicat non affilié. Oui, le mutisme en fait des parents d'élèves. L'association des parents d'élèves. Mais c'est ça. C'est ça le danger. C'est ça la réalité qu'on ne veut pas dire. Aujourd'hui, malheureusement, mais heureusement pour eux, le gouvernement, il a infiltré toutes les structures. Malheureusement, c'est ça la réalité. Il a infiltré toutes les structures. Des parents d'élèves, voire les centrales, jusqu'au niveau des syndicats. Je l'ai dit, la majorité des syndicalistes, dans le contexte actuel, ils font du syndicat comme un assesseur social, individuel, et non un assesseur social pour la corporation. Et c'est ça qui est en train de détruire. Et je pense même que c'est cette catégorie des syndicalistes qui se désillusionnent. Leur obtention à un grade de choses de manière flagrante, ça ne résout pas le problème dans la durée, leur propre problème. Parce que quand la majorité est dans des problèmes, ils ne peuvent pas échapper dans le contexte actuel. Et c'est pourquoi il est intéressant de prévoir. Regardez là où c'est choquant. Madame, dans ce pays-là, l'apartheid, on l'a eu à le dire. Dans un pays où on prend une catégorie de fonctionnaires, on dit que ces fonctionnaires n'avancent pas malgré ce que la loi leur a donné. Mais les autres avancent. Depuis 2012, c'est ça, vous? Depuis 2016. Depuis 2016. Catégorie enseignante. Vous n'avancez pas. Non, mais les autres avancent. Et c'est quel pays? Et c'est quel gère toutes les centrales là où il y a des syndicats de l'éducation? Qu'est-ce qu'elles sont en train de faire? Là aussi, programme un autre débat. Avec cette centrale-là, on va faire la confrontation. On verra bien qu'est-ce qui est en train de se dire. Parce que quand on dit ça à leur absence, ils vont dire qu'on est en train de dire il faut nous inviter avec eux et on va leur démontrer de A à Z que c'est que... Parce que cette affaire-là, je pense bien qu'il faut que tout un chacun comprend en réalité que c'est un problème qui concerne le pays.
Ce n'est pas un problème parce qu'aujourd'hui, c'est un problème qui concerne Adamou. Je me rétracte, même si on fait le même combat qu'Adamou. Non. Et il faut tenter de régler ça parce que moi, devant le partenaire, peut-être de manière tacite, j'ai des engagements que je ne peux pas pouvoir aller défendre Adamou, malgré qu'Adamou, officiellement, il est avec moi dans le combat de corporation. Maintenant, comme j'ai des affinités d'ordre officieuse, avec celui dont je devais aller arracher ses intérêts, je fais profil bas et je laisse Adamou en pâture. Okay. Je pense bien que c'est des choses qu'il faut régler et qu'il faut qu'on se dise les 4 vérités entre nous. D'accord, monsieur. Alors, on va toujours rester avec les syndicats. Cette fois-ci pour parler donc du Ben Sinaseb, le syndicat national des enseignants contractuels de l'enseignement de base, qui a déposé, comme vous le savez, jeudi dernier, donc une plainte devant le procureur de la République contre la police nationale pour entrave aux libertés syndicales reconnues par les conventions internationales et la Constitution du Niger. Alors, pour rappel, la police a empêché le 17 janvier 2020 une assemblée générale du SINASEB au niveau donc de la maison des jeunes Gado Sekou de Niamey. Monsieur Adamou. Merci Mamouna. Avant de continuer, je voudrais dire quelque chose par rapport à la situation des SNEX. C'est toujours dans le cadre syndical avant d'arriver au niveau des SINASEB. Et Martin Luther disait que soit on s'associe comme des frères pour réussir, ou soit chacun prend sa voie, donc on va se périr comme des badous. Et c'est pour dire quoi? Quelque part, il y a une chose qu'on doit se rappeler. Pour faire un combat ensemble, il faut qu'il y ait une unité. Et il faut que chacun, c'est-à-dire, se met à sa place. Que les gens ne se voient pas plus importants que les autres. Ça, je m'adresse personnellement et spécifiquement au SNEX. C'est-à-dire qu'il faut que certains qui ont un certain orgueil d'être enseignants-chercheurs. Enseignants-chercheurs, oui, ce n'est pas donné à n'importe qui d'être enseignant-chercheur, mais il faut qu'ils se rappellent, c'est aussi une question de chance. Certains ont eu la chance que c'est l'État qui les a permis d'étudier, que certains directement ou indirectement sont en train de bloquer les enfants de pauvres, comme eux, pour pouvoir, parce que on dit que le système éducatif c'est un ascenseur social. Parfois, vous pouvez commettre certaines erreurs, mais si vous reconnaissez ces erreurs-là, les gens peuvent facilement vous pardonner et que maintenant on s'associe pour faire le combat ensemble. Et je vais ouvrir peut-être une parenthèse par rapport au SNEX-là. Il y a certains syndicats qui ont approché SNEX pour leur dire le combat-là, pas pour cette année, depuis l'année passée, vous ne pouvez pas l'emporter seul face à ce régime. Il faut que vous associez à d'autres centrales syndicales. Non. Ils se voient que non, ils sont assez grands, les centrales syndicales ne représentent rien. Mais la question, ce n'est pas votre niveau d'études, c'est la question du rapport de force avec ce régime. La seule chose qui va faire en sorte que le régime-là puisse vous appeler à la table de négociation, pas seulement pour jouer les dilatoires, mais pour satisfaire vos besoins, c'est une question de rapport de force. Okay. Il faut que le SNEX s'engage et comprenne que c'est ça qui est important. Et certaines choses, là, certaines considérations d'ordre individuel, là, il faut qu'ils mettent cela de côté. Dans la loi qu'ils demandent pour qu'elle soit révisée, tout le problème se résout au niveau de l'article 4, l'élection du recteur. Mais je vais vous rappeler une histoire qui a eu lieu dans ce pays en 2010, au temps de Salou Joubo, quand c'était, je pense, le professeur Yenou qui était recteur. Il y avait des étudiants qui ont été illégalement exclus de l'université. Et en ce temps-là, les anciens chercheurs ont des problèmes, ils étaient partis le voir. Ils ont même lancé un mot d'ordre pour résoudre le problème. En tant que chef d'État, en son temps, il a dit qu'il est d'accord de satisfaire leurs besoins. Mais lui-même, il a une doléance. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit? Non, quand le conseil de l'université prend une décision, il ne revient jamais là-dessus. Okay. Donc vous voyez, quand on dit il faut observer les choses dans leur contexte. Est-ce qu'actuellement, même dans les différentes facultés, il n'y avait pas certaines choses qu'on a enterrées où les délégations des étudiants ont tout fait pour qu'on revienne là-dessus, mais on dit que non, il n'y a pas un conseil d'université, il y a un conseil de faculté qui a enterré cette question, on ne revient plus là-dessus. Ce sont ces choses-là. Il y a combien de parents d'élèves vous avez vu à la télévision en train de critiquer dans certaines facultés comment on retient les enfants. Un enfant qui obtient son bac, il va faire 7 ans, 6 ans avant d'obtenir une licence. C'est la faute de qui? C'est seulement de la faute du gouvernement. Est-ce quelque part, certains parmi eux, dans le mécanisme de fonctionnement, il n'y a pas une défaillance? Maintenant, le gouvernement, c'est pour dire ceci.
Non, que le moi, gouvernement lui-même si vous fasse... me permettez, non, Oui. si vous me permettez, parce que Oui. apparemment, on ne parle pas du même langage, Oui, on n'a parce pas fini que l'université, les enseignants-chercheurs, en tout cas, je t'informe, Adamou, vous n'avez même rien trouvé du point de vue rapport tendu entre enseignants-chercheurs et étudiants. C'est nous qui l'avions trouvé en 96, 95, 96. Mais aujourd'hui, vous avez en réalité la diversité qui est là. Un gouvernement qui ne veut pas écouter les revendications des centrales. Ça, c'est du point de vue cuisine interne et personne n'a lavé l'enseignant-chercheur dans les différentes failles du fonctionnement de l'université. Mais la grande partie de la responsabilité du mauvais fonctionnement de l'université, je vous dis et je vous le répète et je le maintiens, c'est le gouvernement. Parce que pourquoi? Même par rapport au blocus, aujourd'hui, je l'ai dit et je l'ai effleuré, avoir plusieurs promotions au même niveau, plusieurs promotions, c'est évalué. Je vous dis que la majorité de ces enseignants rompus à la tâche sont des vertueux politiciens qui sont habillés dans le système politique et ils ne reviennent pas faire leur responsabilité, engager, c'est-à-dire honorer leur responsabilité nationale qui est là et au nom duquel ils se tapent la poitrine d'être enseignant-chercheur. Et mieux, ils ne cèdent pas ces places-là à des jeunes qui ont fini, qui ont la qualité de pouvoir le faire. Donc c'est un complot. C'est un complot en réalité. Au-delà, moi je voudrais qu'on déconnecte l'affaire syndicale à l'affaire interne de ce que les enseignants-chercheurs sont. Parce qu'on ne les exempte pas, hein. Nous les connaissons très bien. Parce que nous, à notre temps, on a l'habitude sur 300 étudiants, on fait une évaluation, on fait sortir le PV. Admissibilité, je te dis, 3 admis. Ou néant. Vous d'ailleurs, vous avez trouvé LMD. On vous envie en réalité. Ce que vous ne savez pas, c'est ce qu'on a trouvé nous. C'était du carnage à notre temps. Mais telle n'est pas la question aujourd'hui qu'il faut régler. C'est une question de créer les conditions à ce que l'université fonctionne. Et pour que l'université fonctionne, il faut que le gouvernement comprenne qu'il est en erreur dans certains cas. Mais personne ne dit que les enseignants sont propres dans le mauvais fonctionnement de l'enseignement supérieur. Mais dans le contexte actuel, par rapport à l'actualité, je dis que le premier responsable qui a failli, c'est l'État. Parce que vous ne pouvez pas prendre un engagement. Mais c'est une question de piège. Ces gens-là, ils ont accepté que voilà les postes sur lesquels vous êtes entendus. Le point dont vous refusez, ils ont accepté de signer, mais vous refusez d'honorer les points là que vous êtes capable d'honorer pour qu'ils ne reviennent pas. Vous laissez à ce qu'ils reviennent à la charge pour dire non, c'est par rapport à l'autre point. C'est-à-dire qu'il y a une certaine exploitation de la situation, de la misère, qu'on veut faire croire à l'opinion nationale et internationale et liquider le système de l'enseignement supérieur. Et il faut qu'on fasse extrêmement attention. Si on arrive à régler ça, mais ces enseignants-là, ce sont des Nigériens. Ils ne sont pas issus de la couche extérieure du Niger. Je pense bien qu'on peut bel et bien leur dire les 4 vérités. Nous avons dit, face à la réalité qui est là, nous ne parlons pas du fonctionnement des facultés ou du fonctionnement de ces enseignants-là, comment ils se comportent face aux étudiants. Eh bien, il y a beaucoup de choses. Moi, je peux te dire beaucoup de choses par rapport à ces enseignants-là. Mieux que ce qu'il a dit. Pour avoir dirigé même l'UNUN. Pour avoir été dans les commissions de déploiement avant d'être responsable de l'UNUN. Je sais comment ils fonctionnent. Aujourd'hui, dans ce pays-là, nous, je ne sais pas pour nous taper la poitrine, on a fait 8 mois de la clandestinité. Donc, c'est des choses qu'il faut éviter. Nous, ce qu'on dit, c'est le contexte actuel. Il faut tenir compte du contexte actuel. Il faut tenir compte du contexte actuel. Parce qu'aujourd'hui, lui, le gouvernement, c'est ce qu'il veut aujourd'hui. Si aujourd'hui, on l'encourage à aller dans ce sens, à liquider le cadre syndical de ces gens-là, ne soyez pas surpris, pris individuellement, chaque syndicat sera liquidé. Et je vous dis, personne ne peut lever la tête. Il y aura des lois qui seront votées. C'est clair. Et nous, c'est de ça qu'on parle. Ok, grand frère, c'est pour cela j'ai dit je continue dans la question. Voilà. Parce qu'on aimerait bien. Quand je dis soit on s'unisse comme des frères ou on va périr comme des badauds, je suis en train d'aller dans la même logique. Je suis d'accord avec toi. Même au niveau, c'est-à-dire des institutions dans lesquelles on essaie de faire obstacle à la négociation, à la revendication des enseignants-chercheurs. Quelque part aussi, c'est certains d'entre eux qu'on a repris, que vous avez dit, qui sont dans la politique, qui se trouvent, certains à la présidence, les conseillers techniques du ministère de l'enseignement supérieur.
Qui sont-ils? Au-delà de ça, ils sont nombreux. Ils sont là beaucoup, donc ils connaissaient à l'interne la structure syndicale et qui sont de l'autre côté. On parle même de langage. Voilà. Donc maintenant, ce que je disais, au niveau du gouvernement, que le gouvernement fasse attention. Quand SNEX a lancé la grève d'un mois, j'ai dit c'est une brèche qui a été ouverte. Si jamais le gouvernement ne fait pas attention, parce que tout le monde en a marre, il n'y a aucune structure qui n'a pas été touchée, qui n'a pas été blessée par le gouvernement. Et si jamais maintenant, les gens sont là, ils observent, on arrive à avoir un leader qui va maintenant prendre la tête de la lutte, tous les autres vont s'aligner derrière. Le gouvernement sera dans une situation de faiblesse terrible parce qu'il y a des revendications sociales en face qu'il est obligé de satisfaire et il y a les élections aussi qui s'approchent. Donc maintenant, il ne saura pas comment faire. Au lieu de venir négocier avec les gens, maintenant, il va commencer à essayer de calmer les gens. Et là, ça va devenir, c'est-à-dire, on va se retrouver à la situation au moment avant la conférence nationale où l'État va devenir faible face à certaines structures. Et là, c'est un problème, c'est un danger. Il faut que le gouvernement, par tous les moyens, essaye d'éviter cela. Le cas de SINASEB, c'est un droit reconnu à ce que les... Normalement, pas certainement, pas même forcément dans un lieu comme Djadisekou. Même au sein de l'école, on peut tenir une AG. Plusieurs fois, et dans leur temps, est-ce qu'ils n'ont pas ceux qui nous gèrent aujourd'hui là? C'est la plupart, ce sont des syndicats. Ils n'ont pas tenu des AG dans des établissements. Mais pourquoi? Au nom de quoi on va maintenant empêcher une structure syndicale légalement reconnue de tenir AG? Maintenant, au niveau des forces de l'ordre, qu'ils fassent attention aux aussi. La Constitution disait que c'est pas bon, il est interdit d'obéir à un ordre manifestement illégal. Parce qu'en cas de poursuite, ceux qui les ont donné l'ordre là, ce n'est pas un ordre écrit, ils peuvent le nier. Oui, bien sûr, quand maintenant l'affaire, on ouvre maintenant une instruction, on arrive à la phase de jugement, c'est seulement le policier là qui est parti maintenant pour empêcher, c'est lui seul qui va en pâtir. Le ministre n'était pas là, il peut dire que non, c'est pas vrai, il n'y a pas un écrit. Le DG de la police n'était pas là, ou son adjoint, ils peuvent dire que non. Ou le directeur régional de la police. Donc, les policiers qui étaient là, les fils de pauvres, c'est eux aussi qui vont souffrir pour rien. Donc, il faut que les gens fassent attention. Il faut que, c'est-à-dire les lois, les règlements auxquels le pays s'est donné, il faut que chacun, à ce qui le concerne, dans sa tâche, qu'il respecte cela. Oui, tu vas donner un ordre d'aller empêcher quelque chose que je sais, l'ordre là que tu me donnes, c'est illégal. Je dis oui, j'accepte d'obéir. Et même ils ont ça. Mais que ça soit à l'écrit. Fais-moi un écrit. Si demain on me prend, je peux brandir ça pour me laver. J'ai obéi à un ordre. C'est mon supérieur, donc c'est lui qui va répondre de ses actes devant la loi. Mais si la police, certains dans leurs ailes aussi, parce que certains, on comprenait, c'est des zélés, dans leurs ailes, continuent à faire des choses hors la loi. Si demain ils commencent à se faire saisir par la justice, c'est eux qui vont perdre leur emploi, c'est eux qui vont en partir en prison. Ok, d'accord. Merci. Voilà, monsieur Daouda, le SINASEB a déposé une plainte au niveau donc, du procureur de la République contre la police nationale. La structure donc, centrale, la centrale syndicale CNT, auquel est affilié SINASEB, est également sortie pour dénoncer justement l'injustice et décide à leur tour de porter plainte au niveau donc, du bureau BIT, basé elle est basée en fait à Genève. Voilà, à Genève. Donc voilà, donc qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça? Oui, je crois que le SINASEB a pris une bonne décision, même si le SINASEB n'a pas eu le courage de porter directement plainte contre qui de droit. Parce qu'en réalité, contrairement à ce que les gens pensent, pour disperser des manifestants, en réalité, la police ne fait pas ça de son propre chef. Dans toutes les régions, c'est vrai, il y a des directions régionales de la police et qui sont directement sous la coupe du gouverneur local et ou bien pour le cas spécifique de Niamey, d'abord du président du conseil de ville. Pourquoi ici à Niamey, au lieu de parler de direction régionale de la police, on dit direction de la ville de Niamey, la police de la ville de Niamey, DPVN.
Donc, comme on parle de ville, ce n'est pas réellement région ou département directement. Okay. Maintenant, ça veut sous-entendre qu'il ne peut y avoir que directement une personne qui peut leur donner directement l'ordre. C'est celui qui s'occupe de la ville de Niamey. Lui, il peut avoir ses ordres à partir du gouverneur. Maintenant, il peut porter plainte. Parce que il y a eu violation. Et ça, c'est flagrant. Et j'en ai la certitude que les juges vont lire le droit. Parce que on est dans le cas d'un syndicat. Premièrement, les syndicats n'ont pas besoin d'autorisation pour tenir une assemblée générale. Deuxièmement, le lieu où ils ont décidé de tenir leur assemblée, ce n'est pas la place publique, la voie publique. C'est dans l'ancêtre de Diade Sekou. Alors, ils ont fait leur demande et Diade Sekou et le directeur de Diade Sekou, c'est pertinemment, ça fait plusieurs temps, ils ont fait leur réservation. Alors, ça veut dire quoi? Premièrement, directement, celui qui a fait là, devait les dédommager. Maintenant, là où quand on essaie de voir l'analyse, c'est que la même situation est en train de prendre de l'ampleur au niveau de la ville de Niamey. Si l'autre semaine, on l'a fait pour le SINASEP, qui a dit à justice à porter plainte pour ce qui concerne tout dernièrement les cas de la FUSEN. Là, c'est automatiquement que les chefs d'établissement ont eu des instructions parce que eux, quand ils sont en train de faire leurs AG sectoriels au niveau des 5 arrondissements de la ville de Niamey, eux, ils préfèrent choisir des écoles dans lesquelles ils vont convoquer dans la zone les enseignants qui sont membres de la FUSEN. Et c'est un droit. Ce sont des écoles primaires. Les écoles primaires ne travaillent pas les samedis. Donc, ils profitent du fait que la cour est libérée. Ils ne gênent pas la bonne marche des activités académiques pour tenir leur assemblée générale avec leurs camarades. Mais quand, dans ces cas également, on leur empêche l'accès à leur lieu de travail, là, ça viole les conventions de l'Organisation internationale du travail. Et je crois que c'est dans ce sens que la CNT a décidé de porter l'affaire au niveau du Bureau international du travail. Parce que bientôt, dans tous les cas, il y aura l'Assemblée générale au niveau donc, de Genève. Et c'est vraiment l'occasion pour la CNT. Et ça ne doit pas être seulement la CNT. Les 5 centrales là qu'on a dit représentatifs là, je crois que les 5 là qu'on a dit justement, on a dit représentatifs, ils doivent sortir, non c'est une vérité, ils doivent sortir de leur situation de léthargie. Léthargie. Parce que moi, franchement, ça là a commencé par fustiger leur comportement. De tout temps, moi je n'arrivais pas à le comprendre. Parce que presque les 5 qu'on a trouvés sont tous ce que dans l'État ils appellent ITN. L'intersyndical de travail. Et tout le monde sait les acquaintances que l'ITN avait avec le gouvernement actuel. Ils ont lutté aux côtés de ces partis contre Tandja dans le cas de Tazarké. Ils ont eu une position dominante après l'accession au pouvoir de ce régime. Et tous les Nigériens ont fait le constat de 2011 à aujourd'hui. Ces centrales-là n'ont jamais lancé réellement un mot d'ordre de grève. Pourtant, à l'intérieur de ces centrales, il y a toujours les syndicats sectoriels qui ont des problèmes. Soit les enseignants, soit surtout le transport, santé, ainsi de suite. Il y a toujours des syndicats sectoriels qui ont des problèmes, mais on ne les voit pas. Et c'est là où beaucoup ne comprennent même pas. Et c'est ce qui fait que, même en réalité, les Nigériens, les travailleurs ne s'intéressent pas trop aux syndicats. Vous avez vu, même lorsqu'ils faisaient leur semblant d'élection professionnelle, c'est un semblant parce que le taux de participation, il y a eu moins de 20% des fonctionnaires, des travailleurs qui ont participé. Ça veut dire que c'est un semblant. Et je suis sûr que même les centrales, ils n'ont pas compris. Le gouvernement a fait cette situation sciemment pour monter. Parce que ça va retomber contre eux. Certains peuvent rire, ok, nous sommes 5 représentatifs, nous aurons des subventions, parce qu'on ne raisonne qu'à faire de ça. Nous aurons des billets d'avion pour aller à Genève. Mais c'est qu'ils ne comprennent pas. Connaissant le ministre du Travail actuel là, le jour où il aura un problème entre ces centrales et le gouvernement, il y a la certitude que le ministre là va leur dire que premièrement,
vous là, vous ne pouvez pas dire, parce que la centrale syndicale la plus représentative au Niger, c'est l'abstention. C'est ça. C'est l'abstention. Près de 80% des travailleurs ne sont pas dans ces centrales. Et il va leur dire, un jour il va leur dire. Alors qu'au lieu de dormir pour attendre des subventions, c'est le moment en réalité de ces 5 cas-là de travailler réellement pour que les travailleurs s'intéressent à la chose syndicale, s'intéressent réellement à la chose syndicale pour avoir un meilleur taux et montrer réellement leur capacité. Je vous donne un exemple. Je ne peux pas comprendre que parce que c'est ce qui a amené l'un des problèmes du SINASEP. Que le SINASEP, c'est un syndicat que je respecte, en tout cas pour la défense des enseignants du primaire, plus d'un millier d'enseignants ont été révoqués à cause de l'évaluation faite par le ministère de l'enseignement primaire. Alors, personne n'a parlé par rapport à ça. Les gens se sont tus. Et en le faisant, en révoquant, en réalité, le gouvernement a eu ce qu'il cherchait. Parce que si on a pu révoquer environ 13 000 enseignants, et que les syndicats n'ont pas pu faire la lutte nécessaire pour leur réintégration, ça veut dire que demain, aucun syndicat n'a la possibilité de pousser un enseignant ou un militant, un travailleur, à aller en mouvement. Parce que ça veut dire que le sort qui a été réservé à ces enseignants-là risque de tomber sur eux. Ça veut dire que l'État, il sait ce qu'il fait. Il a créé la situation de piscose au niveau des travailleurs. Ce qui fait que les gens sont réticents. Ils ont commencé par comprendre que ce n'est pas tout que le syndicat peut résoudre. Et les centrales se sont tues. Personne n'a vu les centrales faire des mouvements, des manifestations. D'ailleurs, c'est une seule fois l'ITN a lancé son ultimatum. Je crois que c'était d'une semaine. Et ça fait près de 7 mois. Jusqu'à présent, ce n'est pas une semaine. Parce que moi, quand on dit ultimatum une semaine, ça veut dire que dès que ça s'écoule là, on doit le faire. Ça fait plus de 7 mois. Mais ça veut dire qu'en 7 mois, la semaine n'est pas encore écoulée. Ça veut dire que vraiment, moi, ces gens-là. Mais il faut se demander si l'ITN existe même. Mais c'était. Maintenant, au moins, c'est les 5 qui se disent représentatifs. Tous étaient de l'ITN. Les 5 qui sont représentés. Ça veut dire que même au moment où ils étaient après 7 ou 8, ou même plus que ça, ils n'arrivaient pas à faire quelque chose. Mais 9, n'est-ce pas? Maintenant qu'on a juste choisi 5 pour dire que ce sont ceux que le gouvernement peut reconnaître comme étant leur interlocuteur valable. Alors là, ça veut dire que les travailleurs sont réellement foutus. Donc, au-delà de la CNT, il faudrait que les 4 autres centrales qui vont partir avec la CNT au niveau du Bureau international du travail là, se rangent derrière cette décision courageuse pour poser au-delà de ces problèmes les autres problèmes que les travailleurs sont en train de vivre. Parce que je ne peux pas comprendre. Depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui, chaque 1er mai, les gens sont là, ils prennent seulement les subventions, ils déposent des plateformes, des revendications des travailleurs. Après, il faut attendre un an, 1er mai encore, pour ramener les mêmes revendications. Les mêmes revendications. On a comme l'impression que les gens se créent les centrales pour atteindre les subventions. Non. Ou bien on crée des syndicats pour prendre des cotisations. Il faudrait que ça cesse. Si vous acceptez de prendre des subventions au nom des travailleurs, des cotisations dans les salaires des travailleurs, il faut rester et défendre valablement les intérêts de professionnels là, des militants. Sans ça là, je vous jure, plus on avance dans le temps, plus ça, le gouvernement les prend pour des ridicules. Parce qu'ils sont en train de se ridiculiser. Parce que par comprendre façon dont... Regardez, il faut faire la regarder. Parce que il devait passer pas trop longtemps où il n'y avait que l'USTN. L'USTN seulement. Et il y avait 7 unités syndicales. Je vous le jure, si on touche un seul planton, c'est un travailleur, c'est tous les travailleurs nigériens qui peuvent aller en grève. Aujourd'hui, ce sont des corporations entières qui partent en grève. L'éducation, presque tous les enseignants sont en grève. Les médecins sont en grève. Les infirmiers sont en grève. Les magistrats sont en grève. Presque tous les secteurs entrent en grève. On ne sent pas, ne serait-ce que par solidarité, de 24 heures ou de 48 heures,
les centrales syndicales demandaient aux autres corps qui ne sont pas concernés par le problème d'aider et d'observer les mouvements. Ça veut dire que ces gens ne font pas du syndicalisme, ils font en réalité de la sorcellerie. Ok. Monsieur Soala, oui, madame. Qu'est-ce que vous avez à ajouter? Oui, ce que j'ai ajouté, quand Bourem fait son raisonnement, il me surprend. On dirait qu'il ne maîtrise pas ou qu'il ne sait pas au fond ce qui se passe. Et aujourd'hui, dans le contexte actuel, madame, sincèrement, c'est écœurant et c'est décourageant ce qui se passe. Et parce que ici, Bourem a eu à le dire. Il a eu à le dire quand il parlait de la manière comment on peut disperser la foule. C'est l'esprit de la loi qu'il a tenté d'expliquer. Parce que même si on vous interdisait la sortie, vous tentez de sortir, la police ne devrait pas venir directement vous disperser. Non. C'est l'officier civil, qu'il soit le maire de la zone, qui vient avec sa charpente, il vous dit au nom de la loi, dispersez-vous. C'est quand vous refusez, il répète ça 3 fois. Et c'est ce qui exige la loi. Hein. Oui. C'est à cela qu'il ordonne à la police d'intervenir. Ça s'est jamais passé. Mais les gens dispersent les gens de manière brutale. Regardez, si vous prenez le cas d'espèce de Sinaseb. Regardez, MJC, c'est un lieu où tu pars, tu payes. Et je ne pense pas que Sinaseb va oser tenter d'envahir MJC sans payer. Le minimum. Même si vous ne voulez pas que ces gens-là se rassemblent, à la veille, vous pouvez les appeler. L'administration peut les appeler de la MJC pour les signifier que le local ne sera pas disponible et par conséquent, il ne faut pas venir. Mais on fait fi de ça. On fait toujours montre de la force, ignorant que cette force est une force publique. Et qui dit force publique, ce n'est pas une force qui est appropriée pour un groupe ou un individu. C'est une force qui agit au nom de l'intérêt national et au nom des dispositions prévues par les lois et règlements du pays. Et aujourd'hui, dans le contexte actuel, vous avez comme si l'impression c'est on essaie d'utiliser les forces publiques à des fins personnelles. Et là, c'est extrêmement dangereux dans un État démocratique. Et la loi a tout prévu. Nul n'est censé d'exécuter un ordre manifestement illégal. Et dans le contexte actuel, aujourd'hui, je salue l'action de Sinaseb. Et les choses vont s'éclaircir. Même si du reste, nous savons que les gens vont tenter d'étouffer ça. Mais le fait que c'est devenu une affaire judiciaire et juridique, même s'ils refusent de le faire, le papier est là, la plainte est là. Quel que soit Alpha, il y aura un moment où ça sera déterré et ça sera mis sur la table. Et je suis convaincu que, quel que soit le juge qu'on va donner ce dossier, il va dire la loi, si c'est vraiment un juge. Il va dire la loi. Il dit la loi, elle se retire. Et par rapport à ça, je pense bien qu'il n'y a pas, que vous soyez un policier ou vous soyez dans d'autres corporations, vous ne pouvez pas ignorer ce que la loi a dit. Et si vous agissez sans papier, sans disposition qui vous protège, là, autant opportun, vous risquerez d'être seul devant les faits accomplis. La soi-disant hiérarchie que tu crois qu'elle peut te protéger sans ce papier, en tout cas, quand la situation chauffe, elle va se rétracter. Hein. Parce que ce qui la lie par rapport à l'action, c'est le papier là qu'elle t'a dit livrer. Mais elle ne t'a pas délivré le papier. Là, je pense bien que tu vas t'assumer, toi qui as posé l'acte. Donc, c'est des choses comme ça qu'il faut éviter. Parce que ça fait partie de la maîtrise et l'application de la loi par les citoyens et par ceux qui dirigent. C'est ça la sève nourricière d'une vraie démocratie dans un État. Et aujourd'hui, quand je reviens par rapport au comportement des centrales, c'est aberrant. Dans ce pays, à un moment de l'histoire, on a vu une centrale qui a donné le consigne de vote dans ce pays. Oui. Il a dit votez, ne votez pas tel. Et cette centrale syndicale... Laissez-moi, j'arrive. Ne votez pas tel pour le sanctionner. Ignorant que dans cette centrale, il y a des militants du même parti. Parce que la centrale englobe. Ce n'est pas une question de coloration, c'est une question de corporation. Et aujourd'hui, ça m'étonne qu'aujourd'hui, ça ne me surprend pas. Et aujourd'hui, ceux qui ont dirigé ces centrales-là, qui ont donné des consignes de vote, vous connaissez tous où ils sont aujourd'hui. Où ils sont aujourd'hui. Ça, c'est de un. De deux, même si vous prenez une à une ces centrales-là, allez-y investiguer. Ce soit centrale, ce soit des centrales représentatives
même si le taux de participation n'atteint pas 30%. Allez-y investiguer s'il y a une centrale qui n'a pas une promotion de nomination dans le système. Mais elle agisse, vaut mieux qu'elle enlève leur robe de syndicat et qu'ils partent faire la politique. Maintenant qu'ils laissent ceux qui veulent faire le syndicat, de faire le syndicat et défendre l'intérêt corporateur des travailleurs, qui est de faire quelque chose avec deux casquettes. C'est ça la sorcellerie. C'est ça la sorcellerie en réalité. Et je vous dis, malheureusement, c'est devenu un phénomène, malheureusement, dans toutes les structures, y compris les structures de la société. Et ça, c'est malhonnête, je dis. Moi, je l'ai toujours dit, ça relève de la malhonnêteté intellectuelle. Ça relève de la malhonnêteté tout court de pouvoir tromper ceux qui ne comprennent pas. Parce que vous avez choisi de faire un acte. Aujourd'hui, vous êtes travailleur ou bien vous êtes acteur de la société civile. Le minimum, c'est de vous en tenir par rapport à la corporation dont vous avez accepté de militer. Aujourd'hui, si vous êtes acteur de la société civile, vous pouvez demain quitter et faire la politique. Personne ne peut vous empêcher. Et ce n'est pas une honte, ce n'est pas une violation des textes, mais vous déposez la casquette de la société civile, vous partez, vous faites votre politique en bonne et due forme. Et c'est clair, personne ne peut vous l'empêcher. Mais quand vous prenez, vous cachez derrière la société civile pour faire des actions politiques et politiciennes, je dis que c'est la malhonnêteté et c'est de l'hypocrisie. Et ne pensez pas que ça ne fait pas partie de la haute trahison que même le bon Dieu ne va pas vous pardonner, parce que vous tenez un langage franc avec vos militants et quand vous partez ailleurs, vous faites un langage qui part en contradiction avec ce que vous avez pris comme engagement. Mais c'est malhonnête. Et aujourd'hui, je vous dis que c'est ça d'autres problèmes. Et ce système-là, il a trouvé ce problème et il a compris le jeu. Et il est en train d'exploiter à fond. Et je vous dis, le système n'a pas d'amis. Toutes ces centrales-là, tous ceux-là qui font ce jeu-là, le jour où ils se trouvent sur le chemin de l'intérêt politique du système-là, ils vont l'écraser sans pitié et sans remords. On a vu, même entre eux, en tant que politiciens, ils sont en train de s'écraser à plus forte raison. Toi, un petit syndicaliste ou un petit acteur de la société civile, tu crois que parce que tu as honoré ou tu as aidé ces politiciens à pouvoir assumer des choses dont tu sais que ce n'est pas normal. Demain, quand tu te trouves face à ses intérêts, tu crois qu'il va avoir état d'âme pour t'écraser. C'est ça la question. Et aujourd'hui, le contexte actuel que nous vivons, c'est ça qui est en train de nous détruire. Et ça a porté un coup dur à la démocratie, madame. Et ça, je pense bien que si les uns et les autres ne prennent pas garde, en tout cas, personne ne sera épargné. Les gens se trompent. Les subsidiaires, les subsidiaires là qu'on vous donne, de point de vue, choses de la sourdine là. Mais ça ne vaut rien parce que même si vous réussissez, mais vos enfants vont venir, ils vont trouver une situation délétère. Et donc vous êtes responsable de près ou de loin par rapport à cette situation. Et là, je pense bien que le système a trouvé, il comprend, il a compris et il est en train d'exploiter. Maintenant, au reste des dirigeants, syndicaux, acteurs de la société civile et tous les représentants, les différents dirigeants des structures, qu'ils œuvrent, qu'ils cadrent leurs actions dans l'esprit de leur corporation en respectant les lois et règlements du pays tout court. J'espère que le message a passé. On le souhaite bien. Oui. En tout cas, donc, nous allons fermer la page donc, des centrales syndicales, des syndicats, pour parler tout simplement donc, du classement de l'indice de perception de la corruption 2019, publié par Transparency International Niger, qui classe aujourd'hui le Niger à 120e ex-aequo avec la Moldavie et le Pakistan, avec 32 points sur 180 pays. Il ressort de ces résultats que le Niger a reculé par rapport à l'année 2018, où il était classé 106e avec 34 points. Monsieur Adam. Ok, encore finalement, la corruption, ça ne finit pas. Hein? Une fois de plus, je voulais dire un mot par rapport au SINASEP et je passe pour le sujet. D'accord, ok. Je pense que j'ai tenté de comprendre, est-ce que soit ceux qui ont donné l'ordre aux polices ou bien les policiers eux-mêmes, ils ont confondu le rôle de l'acteur de la société civile qui jouait
Khalid Munkela et son rôle de syndicaliste. Donc, étant donné qu'il est signataire de l'autre marche qui tenait le même jour, le 17. Peut-être si c'était ça, je pense que... maîtrise ça parfaitement. Je pense qu'ils ont fait... Non, je me pose la question. Peut-être c'était ça la raison. Ils l'ont confondu. Donc, ça veut dire qu'ils ont fait un lien? Oui, ils ont fait un lien pour venir le déguerpir, empêcher. Mais même s'ils ont fait un lien, Adam, c'est-à-dire, il a eu l'avantage sur eux que lui, il a rassemblé au nom du syndicat. Et les enseignants. Il a l'habitude de lancer l'appel à tous les enseignants, tous les enseignantes de participer à une marche. Mais aujourd'hui, il a convoqué ça au nom du syndicat. Donc, même si c'est là, et il le reprochait ça, le minimum pour empêcher ça, c'est de se tenir peut-être vers l'Assemblée et de les laisser tenir leur Assemblée générale du syndicat. Maintenant, quand ils vont tenter de dire qu'ils vont franchir, là, ils interviennent. Mais venir empêcher l'Assemblée générale d'un syndicat qui a régulièrement en réalité payé ce qu'elle doit payer au niveau du Jihad Sekou et venir, il se trouve que la police vient disperser les gens. C'est aberrant quand même. En tout cas, je suis d'accord. J'avais même oublié qu'on avait sur ce plateau un acteur central syndical, IDPN. Voilà. En plus de sa casquette, donc il joue 2 casquettes. Non, lui en réalité, on se connaît. Il sait très bien quand nous parlons de central, il sait de quoi nous parlons. Et il sait de qui nous parlons. En plus de cela, je dirais, j'en passe, il y a aussi d'autres syndicats ou centrales syndicats qu'il ne faut pas oublier que certains des hommes politiques, quand ils tenaient leur congrès statutaire, disaient que c'est leur bébé, ils ne pouvaient pas le laisser mourir, à qui ils donnaient des millions. Et dans ce cas, on ne peut pas quand même espérer de ce genre de central syndicat ou syndicat de faire une lutte pour leur corporation. Maintenant, par rapport à la perception de l'indice de la corruption, je pense que le Niger, depuis un certain nombre d'années, ne fait que reculer. Au moment 2012, 2000, oui. À un certain moment où le président faisait le discours sur l'opération Meboula, là, à un certain moment, il y avait quand même une montée, un tout petit peu, mais depuis que, comme certains disaient que Boulala, on l'a mis du sel sur Boulala, apparemment, maintenant, ça ne fonctionne plus. La corruption ne peut que monter. La corruption nigérienne, c'est-à-dire elle est devenue comme une corruption structurelle. Ça se passe le plus souvent au niveau de l'hierarchie institutionnelle. J'ai entendu un homme d'affaires disait qu'un entrepreneur, il est parti pour soumissionner pour un marché, mais d'abord, le responsable de cette institution l'avait directement demandé 10%. D'abord. Et il a dit qu'il ne peut pas, parce que si le premier responsable le demande 10%, et ceux qui sont en bas là, chacun va demander son pourcentage, finalement il va se retrouver avec un contrat où lui, les moyens qui lui restent ne lui permettent pas de réaliser ses contrats. Et c'est à lui de porter le chapeau de n'a pas honoré son engagement. Les autres sont tapis dans l'ombre. Et c'est son nom, le nom de son entreprise qui sera sali. À cause de cela, il a dit que lui ne peut pas. Il a préféré abandonner. Donc vous allez retrouver ces cas-là dans plusieurs institutions au Niger, où la corruption est devenue vraiment ambiante. Et ça se fait, c'est des gens, par exemple, des gens qui sont censés ne pas prendre part à un marché public. Mais ils créent des sociétés écrans. C'est-à-dire, c'est eux qui donnent. C'est-à-dire le marché public à eux-mêmes. De la main droite à la main gauche. Ils exécutent. Donc, ça là, on trouve ce genre de situation. Un autre aspect, il y avait la loi qui disait que non, voilà un seuil auquel il ne faut pas dépasser. Dès que ça dépasse ce seuil-là, il faut maintenant faire un communiqué au niveau des conseils des ministres. Maintenant, les gens, ils font quoi? 500 millions. Maintenant, on va découper. S'il y avait un marché de 2 milliards ou bien 1,5 milliard, on va le découper soit en 4 ou plus. On va l'exécuter maintenant en tranches. Donc maintenant, on a trouvé un autre moyen pour contourner. Système pour contourner. Voilà, contourner la loi pour toujours continuer à agir. C'est aussi un autre système de corruption. Mais je pense que aussi, il ne faut pas seulement condamner que les autorités. En quelque sorte, nous-mêmes, on est responsables. Quand je dis nous, la population. C'est-à-dire, on dit que le but d'un parti politique, c'est d'aller conquérir le pouvoir, l'exercer. De l'autre côté, il doit jouer le rôle de l'encadrement de ses élus, mais aussi de l'encadrement aussi de ses militants. Mais qu'est-ce qui se passe quand un
un individu crée un parti avec l'ensemble de ses camarades, au lieu qu'il soit camarade, il devient patron. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont venir trouver le patron chez lui pour demander « Ah, moi je veux marier ma fille, mais j'avais pas d'argent pour l'acheter ceci ou cela. » Et il prend, il les donne. « Ah, moi, ma femme a accouché, j'en ai besoin de ceci. » Ou mon enfant est malade, ainsi de suite. Mais si vous, c'est dès le début, avant même qu'il gagne le pouvoir, vous faites de lui un patron. Et quand n'est-il quand il sera aux affaires? Et vous voulez qu'il soit toujours au même pied d'égalité que vous? Mais les structures, les organisations politiques là, elles sont normalement faites de la contribution de chaque militant qui adhère. Il y a des cartes d'adhésion qu'il faut vendre. Il y a aussi des dons et des legs que vous pouvez peut-être, un Richard, il essaie d'adhérer au parti, il peut dire bon, maintenant je prends 100 millions, je donne dans la caisse du parti pour faire les activités. Mais les gens ne le font pas. Même les hommes riches là, quand tu les vois donner de l'argent à un parti politique, c'est pour obtenir quelque chose. Il y a un marché que je veux verser de l'argent pour qu'on me donne le marché. Donc maintenant, eux-mêmes les hommes politiques, ils ont compris ce système, ils ont dit ok, sans problème. On peut aller trouver quelque part des gens qui sont prêts à nous payer de l'argent. Quand on va venir au pouvoir, on va les rembourser d'une autre manière. Donc comme ça, on peut jouer notre jeu. Et c'est ça qui fait que la corruption ne peut que gangréner chaque aspect de notre vie. La corruption, partout où vous partez, vous allez trouver la corruption. Dans le système éducatif, dans le système de santé, même dans les corporations qui portaient des tennis. Parce qu'ils ne sont pas venus dans notre monde. Ils sont issus de nous. C'est la société dans sa généralité qui est corrompue. Donc il n'y a aucun corps qui est épargné de la corruption. Je dis bien aucun corps. Même si les gens se font des prétentions, des illusions, c'est faux. Cette corruption a gangréné. Il faut, pour la combattre, il faut qu'il y ait un changement de mentalité. Quand ce changement de mentalité, que les gens, c'est-à-dire se rendent compte que cette corruption ne fait que faire plus du mal, surtout à nous, les enfants du pauvre, parce que c'est nous que ça blesse le plus. On n'arrive pas à trouver le système éducatif de qualité, un système de santé de qualité. On n'arrive pas à avoir accès facilement à la justice parce que maintenant ça devient aussi PAC, parents, amis et connaissances, pour pouvoir accéder, pour qu'on puisse facilement traiter ton dossier. Donc tous ces problèmes, quand nous allons nous rendre compte, c'est en ce temps-là que nous allons nous-mêmes maintenant décider de quel comportement tenir pour que cet aspect de corruption diminue au moins. Ok. Monsieur Daouda, vous êtes d'accord pour le changement de comportement des Nigériens? Bon, mais vous savez, quand vous parlez de changement de comportement, il faut avoir pitié de nous autres, les Nigériens lambda. Oui, parce que le classement du Niger, là, ça ne m'a pas étonné. Ah bon? Parce que dès que tu regardes certaines personnes dans le pays, tu peux comprendre que les caisses de l'État et beaucoup de choses enseignées. Et ceux qui ont fait le Transparency International a appliqué les mêmes critères pour tous les pays. Je sais que certains défenseurs des pouvoirs publics vont sortir pour dire que c'est faux. Parce que même le fait de, en sortant pour ces faux-là, même dans ça là, ils sont en train de contribuer à faire reculer encore les gens parce qu'on les a corrompus pour dire ça. On a d'autres choses pour dire ça. Ils ne disent pas de leur propre chef. Ça, il y a des faits. Et tous les Nigériens peuvent vérifier ça. C'est là où, au passage, à l'époque, j'ai salué le courage de la Halcia. La Halcia a eu affaire à un moment parce que la population voyait que la Halcia était même inutile. La Halcia a eu affaire à déposer des rapports et à rendre public. Je vous donne un certain nombre d'exemples. D'abord par rapport à la CENI, par rapport au concours de la douane et par rapport à l'affaire des permis biométriques. La Halcia a donné des situations claires, limpides, pour montrer qu'il y a eu des cas avérés de corruption, d'enrichissement de passe-droit, et il a remis le truc. Actuellement, on a laissé passer ça sous silence. Ça veut dire quoi? Dans ce pays, quand on parle de corruption et que la loi peut s'appliquer, ça ne peut s'appliquer que sur les faibles. Sur les pauvres. Moi, à ma connaissance, la seule fois où j'ai vu des gens aller en prison pour des faits de corruption, où les gens ont été radiés de la fonction publique pour des faits de corruption,
ce sont les enseignants qu'on a pris, donc les plus faibles. Pas que 2005. En 2005, on a radié près de 25 enseignants. Et en 2015, on a envoyé un certain nombre d'enseignants en prison. Ils ont fait 3 mois de prison. Alors, ils n'ont même pas fait. Hein. Parce que pour 2015, là, le bac n'a même pas commencé. On a dit que c'est tentative de corruption. On a dit, moi, je ne sais pas, des gens sont fait la prison. Ici, c'est flagrant, la Harcia a dit. La Harcia a dit. Et on n'a pris personne. On a laissé permis là, comme si on est en train de jouer à l'usure. Dans tous les cas, on n'a pas oublié. Si on veut que l'on oublie, on n'a pas oublié. On n'a pris personne. Et on sait ce qui s'est passé. C'est la CA qui l'a dit. Au niveau de la douane, on a dit voici, dans le déroulement du concours, des choses se sont passées. On n'a rien dit. On a même annulé des concours où des gens ont même commencé à travailler, à toucher leur salaire. Je vais parler des trucs du ministère des Finances, du ministère de la Santé. On n'a pris personne. Avant, il y a le concours des inspecteurs. Donc, quand vous voyez des choses comme ça, c'est-à-dire quand vous voyez des choses comme ça, et que l'État ne parle pas, parce qu'il y a des choses et des personnes qui sont intouchables, donc c'est ça, ce sont les Nigériens avec grand N, et nous autres avec petit N, qui n'ont pas le droit de voter. Donc, avec ça, ça ne peut pas marcher. Maintenant, quand vous avez parlé de mentalité, je crois que ceux qui doivent changer leur mentalité, c'est surtout ceux qui sont au niveau du sommet. Eux, ils ont parlé de renaissance culturelle. Et je vous le jure, le Niger ne connaît pas la corruption. Le Niger n'a connu réellement cette corruption institutionnalisée qu'avec ce régime. Et quand on dit de renaissance, là, il y a un problème. Parce que moi, je ne connais pas ça dans les cultures nigériennes. Moi, je ne connais pas ça. Ça veut dire qu'ils n'ont qu'à chercher un autre thème par rapport à cette histoire de renaissance culturelle. Parce que ça ne fait pas partie de la corruption. Ça ne colle pas. Ça ne colle pas avec le Nigérien. Ça ne colle pas. Ça ne colle pas. Ils n'ont qu'à chercher d'autres termes. Renaissance, là, quand même, culturelle. Corruption, ça ne fait pas partie de notre culture. Okay. Parce que, culturellement, je connais l'ensemble des groupes ethniques du Niger. Aucune ethnie n'enseigne ça à ses enfants, à sa communauté. Ça c'est banni. Ça veut dire que si on doit changer, on doit changer. Parce que nous oublions quelque chose. Nous oublions quelque chose. Et on l'a de tout un dit. Je l'ai déjà dit, à partir, nous, de notre génération, jusqu'à nos aînés, eux qui sont au niveau de nos gouvernants, ils doivent comprendre une chose. Aucun d'entre nous n'a utilisé un franc de ses parents pour étudier. Aucun. Moi, je le dis sous le contrôle de son Allah. C'est pas à Niamey, on s'est connus. Nous avons fait les mêmes classes, même table, depuis le lycée. C'est à l'université qu'il est venu à Niamey, moi je suis parti au Bénin. Donc on sait que nos parents là ne pouvaient pas prendre en charge nos formations comme eux. Donc ça veut dire quoi? Ils doivent comprendre que tout ce que nous connaissons, tout ce que nous sommes en train de faire comme fonction de la fonction publique, ce sont ces mêmes pauvres-là qu'on est en train de gruger qui ont payé notre formation. Et si nous acceptons de prendre quelque chose pour travailler encore pour ces pauvres, ça veut dire que nous gardons une chose, on est en train de prendre de l'illicite. Donc, si on arrive à développer cette culture, ça peut aller. Parce que si ceux qui ont été formés par l'État peuvent se permettre de gruger, de prendre avant de travailler, et nous, nos enfants, qui dont la majorité évolue au niveau de l'école privée, dont l'État n'a jamais pris un franc pour leur formation, ça veut dire qu'ils vont faire pire. Ce comportement qu'ils sont en train d'inculquer à nos sociétés, là, à nos enfants, là, voilà, si ça continue, le Niger, là, parce qu'on peut dire pays en voie de développement, je crois que ça va risque d'être un pays en voie de disparition. On le souhaite. C'est PVD. Non, on ne le souhaite pas. Bon. On ne le souhaite pas, mais je serai là. Oui, madame, je pense bien que par rapport à l'indice de corruption, il faut aller au fond de la chose. Et je vous dis que c'est la sommation des inconséquences de plusieurs années qui se sont aujourd'hui et donnent la résultante qui est ici. Et j'aimerais dire, à travers ça, je vous dis que le berceau de ce fléau, je vous dis aujourd'hui, c'est de la manière dont les partis politiques sont créés. Les partis politiques sont créés pas à base de conviction, pas à base d'idéologie, mais à base de conspiration, comment accéder au pouvoir
et voler l'État. C'est ça aujourd'hui le credo de presque tous les partis politiques au Niger. Et c'est devenu en réalité, et ce n'est plus maintenant une violation de la loi. Non, c'est la règle du jeu. C'est la règle du jeu. Aujourd'hui, quand vous vous rappelez, au début de la démocratie, avant la conférence nationale, même si c'est un dictateur, les jeunes doivent se rappeler du régime de Kounchi. Vous avez honte. Au-delà de honte, vous avez aussi peur de toucher les biens publics en violation des textes. Regardez, lui qu'on considère comme qu'il est dictateur, il a plus de sincérité et d'honnêteté pour l'intérêt, pour le denier public, que ceux qui viennent, ils l'ont combattu à un moment, ils l'ont traité de tous les maux. Même en tant que dictateur, il n'a pas pu faire ce qu'ils sont en train de faire à nous autres aujourd'hui. Parce que depuis son temps, à son temps, il faisait des tracts. Il faisait tout. C'est vrai, on les pourchassait, mais pas avec une certaine méchanceté, dont eux, ils complotaient jusqu'au fond du tissu social pour écraser la personne. C'est de ça qu'il s'agit, madame. Aujourd'hui, nos parents, là, ou les commerçants, là, qui, et dans tous les cas, ils savent qu'ils militent dans un parti politique pour pouvoir attraper les deniers publics, c'est parce que cela a été institué dans le fonctionnement des partis politiques. S'ils savent que le leader du parti politique, il est assujetti à ce qu'on respecte les deniers publics, en tout cas, si vous suivez le parti politique, vous allez faire en sorte que même si on vous donne un marché, vous allez l'exécuter. Dans ce terme, pour que vous puissiez gagner ce que vous devez gagner prévu par la loi. Mais quand vous savez que vous complotez à l'intérieur, au sein de la chambre du patron, ou d'ailleurs, même les dispositions qui régissent, même le système de dire qui est député, ou qui est responsable, qui est élu, je vous dis ça a des failles. Parce qu'on ne demande pas, on ne laisse pas le choix du peuple. Je m'explique. Quand on vous demande... Oui, très rapidement, madame. Quand on laisse, par exemple, si Bourema, de son côté, il a 10 000 voix, de mon côté, moi, j'ai 5 000 voix, et que voilà, Adam, c'est lui le chef du parti, et que moi, je fais plus de courbettes à Adam, mais quand on lui demande si on a un député dans notre zone, Bourema et moi, là, on lui demande d'envoyer un nom, il va envoyer mon nom. Et laisser Bourem parce que Bourem ne lui fait pas corbette. Et vous pensez que c'est lui qui a été, il sait très bien qu'il a été coopté. Il va aller faire un travail au nom du pays. Honnête. En défaveur de l'intérêt du patron du parti politique. Malheureusement, c'est ça le fonctionnement de nos partis politiques. Et aujourd'hui, ils sont à peu près plus de 200. Vous pensez que tout ça, là, ce concours pour pouvoir régler et conquérir le pouvoir et enfin d'exercer de l'intérêt national, ils sont en train de faire se devenir une boutique pour chacun. Comment accéder aux deniers publics parce qu'ils considèrent que c'est le gain facile. Mais l'histoire, le tribunal de l'histoire est là. Il ne rate pas et il va sévir, Inch'Allah. Ok, donc c'est l'heure est terminée. Je veux dire un mot ajouté par rapport à ce grand François Adiwala. Le problème, c'est au niveau du système électoral qu'il fallait voir pour endiguer le problème de cette corruption endémique qui tire son origine du système politique. C'est-à-dire que si au niveau de la présidentielle, ils vont élire le parti, qu'on élise le parti, mais au niveau de la députation, au niveau des maires, qu'on élise des personnes. Parce que le problème, quand vous voyez, c'est des partis qu'on élise, c'est au patron des partis de choisir qui il va envoyer à l'Assemblée pour être député. Je pense que qui n'est pas un élu du peuple, mais un désigné du parti politique. Parce que c'est un débat qu'il faut poser ça. C'est un débat à la prochaine des élections, là, il faut vraiment ce débat. Voilà, il faut qu'on revienne sur ça. C'est bon, donc je pense que nous sommes à la fin également donc, du débat, le rendez-vous de la rédaction. Le rendez-vous de la rédaction qui a reçu sur ce plateau nos acteurs de la société civile nigérienne et également de l'UDTN, M. Adamou Maman Sabiou, il est de l'UDTN. Merci en tout cas pour votre contribution. Merci à vous également, M. Daouda Bouraima, acteur de la société civile nigérienne, pour avoir participé à ce débat. Son Allah Dambaji, merci à vous également. Je rappelle que vous êtes acteur de la société civile nigérienne. Merci à vous, chers invités, de nous avoir suivis pas à pas dans ce débat. Le débat qui a eu à discuter sur 3 points. Nous avons d'abord parlé du bras de fer SNEX gouvernement. Nous avons également parlé du SINASEP. Donc, et pour finir avec FUSEN, toujours dans le chapitre de SINASEB, FUSEN, par rapport donc à ces grèves, par rapport donc à la tenue
de leur assemblée générale qui ont été réprimés par la police, justement. Pour terminer, nous avons parlé du classement de l'indice de perception de la corruption 2019, publié par Transparency International Niger, qui classe donc le Niger 120e ex-aequo et qui gagne 32 points sur 180 pays. Il ressort également des résultats que le Niger a largement reculé par rapport à l'année 2018 où il était classé 106e et avec 34 points. Donc nous sommes vraiment à la fin. Merci donc à vous, chers téléspectateurs. Merci à vous, chers invités. On se retrouve la semaine prochaine. Plaise à Dieu, Inch'Allah, pour parler de l'actualité nationale.